Voilà, donc Patrick Carré, je suis ingénieur procédé chez Terrinovia. Et donc je m'intéresse à la question depuis presque une quinzaine d'années. Et donc je vais vous, vous présenter un petit peu les facteurs antitrypsiques et ce qu'on peut faire pour les limiter par le process. Donc tout d'abord, pour présenter les facteurs antitrypsiques, préciser ce que c'est. Ce sont des facteurs antinutritionnels qui sont importants dans le cas du soja et qui fonctionnent en fait au moment de la digestion en se liant avec les enzymes de la digestion de manière irréversible. C'est-à-dire que l'enzyme qui sert à hydrolyser les protéines est liée avec cette protéine et du coup elle n'est plus disponible pour l'animal. Il y a il y a deux protéines principalement impliquées dedans. Il y a une protéine appelée la trypsine de Kunitz et une autre qui s'appelle l'inhibiteur de Bowman-Burke. Donc, ils vont stimuler la production d'enzymes, qui vont augmenter la consommation d'acides aminés soufrés et qui vont aboutir en fait à une baisse globale de la digestibilité des protéines. On estime en gros à 60, entre 74 et 77% versus 89% après traitement thermique. Ensuite, il y a aussi un effet sur la croissance des animaux, et notamment les jeunes, en particulier les porcelets, qui peuvent avoir des retards importants au démarrage et qui sont vraiment préjudiciables à l'atteinte des performances des élevages. Donc, je vais vous montrer, pour commencer, un essai qu'on a réalisé il n'y a pas très longtemps avec les outils de l'atelier d'extraction, enfin de pression mécanique, hein, d'extraction sans solvant qu'on utilise à l'atelier de pilote de Pessac. C'est une opération qui a été faite. D'abord, on a produit des tourteaux avec deux méthodes. Une méthode où la graine est cuite avant d'être pressée, ou une méthode où elle est passée dans un extrudeur avant d'être pressée. Et donc, les tourteaux, ensuite, ont subi deux traitements thermiques un petit peu différents. Donc, on a 4 tourteaux à la fin. Et ce tableau vous présente en gros les caractéristiques. Donc, on voit que la teneur en huile après pressage, elle est de l'ordre de 5%, on va dire, globalement, sauf pour le tourteau qui a été produit en cuisson conventionnelle avec un traitement thermique un petit peu insuffisant. Celui-là, il est presque à 8% de matière grasse. Il a aussi une solubilité des protéines qui est un petit peu plus élevée. Mais alors surtout, ce qui est intéressant de regarder, c'est l'impact de ces traitements sur les facteurs antitrypsiques. Et en fait, donc on a 3 traitements qui ont à peu près des facteurs antitrypsiques de l'ordre de 3 UTI par milligramme, et le conventionnel B qui se retrouve avec presque 8. Donc ce n'est pas des très grosses différences, c'est considéré habituellement comme des valeurs qui sont acceptables. Et en fait, ces tourteaux ont été testés sur animaux. Et donc sur porcelet, on a eu des mesures de digestibilité sur les acides aminés. Et donc le tableau est un peu complexe, hein, mais je vais vous le résumer rapidement. Donc c'est le cuisson pression B, c'est celui qui est entouré, donc qui est en bleu, et on voit la digestibilité des acides aminés de ce tourteau qui est impactée significativement chez le porcelain, mais vraiment de façon assez importante. Donc pour un produit qui n'a pas été cuit suffisamment, on peut avoir des conséquences assez significatives. Et donc quand on regarde les performances de ces animaux, on voit qu'ils ont une consommation qui a été vraiment diminuée de façon importante, avec moins de 176 grammes par jour, alors que leur gain quotidien a été inférieur de 180 grammes par jour. Bon, du coup, ça a amélioré le coefficient d'utilisation de l'aliment, mais à la fin, donc, on a des animaux qui ont mis beaucoup plus de temps à croître. Ces mêmes tourteaux ont été testés aussi sur volailles. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, les volailles se sont avérées moins sensibles à ces facteurs antitrypsiques. Mais globalement, il y a quand même un effet de la méthode de cuisson. Et au bout de 28 jours, on voit que la tendance, c'est quand même à ce qu'il y ait une digestibilité légèrement inférieure. Donc, dans les procédés industriels classiques où on extrait avec de l'hexane,
Le procédé passe par deux étapes. Une étape où la matière est mise en contact avec le solvant, c'est l'extraction, et une étape où on élimine le solvant, c'est la désolvantisation. Et après, on régénère le solvant, mais ça n'a pas d'incidence sur la qualité du tourteau. Donc c'est l'étape de désolvantation qui fait le travail de traitement thermique. Et donc les extracteurs, il y en a de différentes sortes, hein. Il y a des extracteurs en boucle, il y a des extracteurs en secteur comme celui-ci. Mais ce qui est important, donc, c'est le désolvanteur. Donc le désolvanteur, il va travailler à contre-courant, c'est-à-dire on va envoyer le tourteau chargé d'hexane par le haut, et ce produit va descendre, il va traverser différents plateaux sur lesquels on va le chauffer, et surtout dans les étages qui sont situés dans le milieu de l'appareil, on va avoir un contre-courant de vapeur. Donc il y a un traitement thermique en présence de vapeur d'eau, avec pas mal de vapeur d'eau, donc on est en condition de chaleur humide, qui va enlever le solvant et qui va aussi faire ce traitement de détoxification. Enfin, détoxification, c'est un peu excessif, mais qui va limiter les facteurs antitrypsiques. Et donc, c'est un traitement qui prend de l'ordre de 60 minutes avec une température de l'ordre de 105 degrés. Les modèles qu'on a de transformation industrielle en région Bourgogne, c'est ce qui se passe chez Extrucel. Donc là, c'est un procédé qui n'utilise pas le solvant, la graine passe d'abord dans une étape de concassage, elle est ensuite passée sur des aspirations pour enlever les coques. Ensuite, la graine est cuite et ensuite, elle est pressée dans des presses à vis qui enlèvent une majorité de l'huile, mais pas toute l'huile. Donc on a en gros deux types de tourteaux qui sont assez différents, hein. Le tourteau qui a été extrait avec l'hexane, qui va se retrouver avec une teneur en eau de l'ordre de 11,5, avec seulement 2% d'huile, 46% de protéines, des protéines assez solubles à 81% de solubilité, et des facteurs antitrypsiques à peu près à 5. Pour les tourteaux de pression, on va être beaucoup plus sec, de l'ordre de 6% d'eau, une teneur en huile entre 8 et 9, donc c'est beaucoup plus gras, mais c'est quand même beaucoup moins gras que la graine. La teneur en protéines est très élevée, alors ça vient du décortiquage et de la teneur en eau. Et par contre, la solubilité, elle est impactée négativement, elle est plus faible que celle des tourteaux industriels. Par contre, les facteurs antitrypsiques sont très bien réduits. Donc si on revient un petit peu à mes histoires de digestibilité, là je vous présente une autre étude dont la référence est citée en en-tête, dans laquelle on a comparé la digestibilité des protéines par rapport à leur solubilité dans la potasse. Et donc on voit pour les porcs qui sont représentés par des petits carrés roses, une baisse assez importante avec l'importance enfin la baisse de la solubilité des protéines, ça se traduit par une baisse du gain de poids des porcelets. Dans le cas des volailles, des poussins, on a aussi quelque chose, mais qui va demander à ce que la solubilité des protéines soit vraiment inférieure à 60% pour que ça marque de façon importante. Mais on commence à avoir une petite baisse aussi. Voilà, donc ça c'est pour les traitements de type industriel. On a des traitements aussi de type fermier. Donc il y a un appareil, un toaster, où là on n'a pas de déshuilage, on a simplement un traitement thermique qui est fait pour enlever les facteurs antitrypsiques. Donc là ça se fait en envoyant de l'air très des graines dans un appareil qui récupère une partie des calories dans l'air usé pour réchauffer l'air entrant. Mais bon, on travaille avec un flux d'air à une température d'environ 230 degrés. C'est une chaleur sèche, donc qui n'est pas forcément optimale pour inactiver les facteurs antitrypsiques sans trop pénaliser la solubilité. Et on travaille avec une flamme directe. Donc là, en fonction du gaz, du fuel ou du combustible qu'on va utiliser, on a des risques plus ou moins forts d'amener des imbes brûlées, des hydrocarbures aromatiques polycycliques, et donc ça peut être un risque sanitaire. Il y a d'autres procédés. Il y a un procédé danois de Kimbria, le Dan Toaster, qui fonctionne aussi avec de la flamme, mais plutôt en produisant des infrarouges. Donc il y a un procédé qui est aussi en chaleur sèche. Donc là, il y a une présence à 900 degrés, donc ça a un peu un meilleur rendement thermique, mais il y a toujours des gaz de combustion dans le système. Et la maîtrise est aussi peut-être un peu plus délicate à gérer que dans le cas d'une chaleur humide. Bon,
Il y a d'autres procédés, hein, donc là, un autre que je vous présente, mais qui est à peu près le même système, c'est un tambour, une flamme directe, et on va faire tourner les graines dans ce tambour un temps relativement court, avec une chaleur assez importante, de l'ordre de 230 degrés au niveau de l'air et de 100 à 115 degrés au niveau de la graine. C'est pas très onéreux, mais les rendements de l'énergie ne sont pas forcément très bons. Une autre méthode, une méthode alternative, c'est l'extrusion. C'est un petit peu le procédé extrusel, mais qu'on peut faire soi-même avec des petits extrudeurs qui sont faits pour travailler à petite échelle. Donc là, je vous montre un exemple. C'est un fabricant tchèque qui s'appelle Farmay, qui propose des extrudeurs éventuellement avec un conditionneur vapeur qui permet de faire ça à une échelle de 100 kWh. Alors un extrudeur comme ça coûte 27 kg euros. Le conditionneur, ça rajoute environ 10 kg euros et il faut encore avoir une production de vapeur. Donc ça fait quand même un coût. Mais bon, le fait de traiter à la vapeur, ça augmente la capacité de l'appareil. Et le fait d'avoir une cuisson humide peut être un facteur positif, favorable. Mais bon, à la fin, on a toujours une graine qui n'est pas déshuilée, hein. Donc, pour conclure rapidement sur ce que je viens de dire, hein, le procédé d'inactivation des facteurs antitrypsiques, c'est un procédé qui est assez délicat, qui ne s'improvise pas. Même à l'échelle industrielle, il y a encore des progrès à faire, hein, pour réduire l'inactivation, la perte de solubilité des protéines et donc de digestibilité des acides aminés. Il faudrait améliorer la solubilité des protéines. Et puis à l'échelle fermière, donc on a des procédés qui sont relativement simples et pas trop coûteux. Enfin non, pardon, ce que je voulais dire surtout, c'est que le procédé vraiment idéal, il n'existe pas encore, il faut encore l'inventer, celui qui coûte pas cher et qui est simple. À mon sens, il devrait quand même privilégier la chaleur humide qui est mieux pour inactiver les facteurs sans trop perdre de digestibilité. Et puis, il y a un point d'attention, c'est sur ces appareils à combustion directe, c'est les flammes qui ne doivent pas générer d'hydrocarbures aromatiques polycycliques, qui sont des composés qu'on peut retrouver après dans les animaux qui auront consommé les tourteaux. Voilà, donc pour finir, je vous présente un petit guide de transformation du soja à la ferme qui est disponible sur le site de l'UFAB et qui est en accès libre. Il y a une question dans le chat sur quel est l'impact des facteurs antitrypsiques sur les bovins. Question de Mathilde Schrill du CER. Alors sur bovins, c'est pas trop un problème puisque il y a une prédigestion des protéines dans le rumen et une fois que ça arrive à l'intestin, ils sont pas considérés comme étant problématiques. Autre question de Denis Chapuis, la sélection variétale peut-elle réduire les facteurs antitrypsiques? Alors oui, il y a des variétés italiennes qui sont proposées, des dits soja blancs, qui sont plus faibles en facteurs antitrypsiques. Alors par contre, ça a été développé pour l'Italie. Je ne sais pas si en région Bourgogne, ça viendrait bien. Okay. Christophe Lecomte d'INRAE précise, oui, c'est un des critères retenus à l'inscription en France des variétés dans les catalogues du GVS, etc. Merci Christophe.